Albert Béville et Justin Cataillé réunis par le destin. Lorsque s'ouvrent les années 60, et pendant une bonne dizaine d'années, les Antilles et la Guyane vivent un tournant essentiel. Bien qu'encore dominées par les lobbies coloniaux, ces contrées ultramarines s'éveillent à la responsabilité politique. Des questions qui n'avaient jamais été posées le sont. L'assimilation qui avait été au cœur de toutes les politiques coloniales depuis les premières occupations est remise en cause. Des noms émergent qui rythment la vie politique et le champ des idées. Césaire pour la Martinique, Cataillé pour la Guyane, Girard, Nessouta, Béville pour la Guadeloupe. Nous avons choisi de circonscrire celle-ci au domaine de la pensée politique. Que faut-il entendre par pensée politique? On distingue généralement entre l'action politique, le militantisme, la participation aux élections, et la pensée politique qui, elle, va consister à produire des idées ayant pour finalité l'organisation de la société et du pouvoir. L'action et la pensée ne sont pas incompatibles, mais elles ne se confondent pas nécessairement. Ce qui caractérise la période des années 60, c'est l'articulation entre les deux niveaux. Béville et Cataillé pensent, réfléchissent et proposent. Dans le même temps, ils sont des acteurs très présents par leurs investissements respectifs sur le terrain et leur prise de position. Ils périrent tous les deux le 22 juin 1962 dans l'avion qui s'écrasa sous les flancs de la colline Adéé dans des conditions qui n'ont pas été entièrement élucidées. Il n'est jamais facile de comparer des personnalités qui vivent des expériences différentes et expriment des idées fondamentalement inspirées par leur environnement historique, territorial et sociologique respectif. Je ne peux me hasarder à un tel exercice en ce qui concerne ces deux personnalités. Il m'a semblé par contre utile et en même temps passionnant d'interroger le présent à l'aune des idées qu'ils ont produites, notamment en ce qui concerne les destins qui fut le leur. Leurs idées sont-elles en phase avec les réalités actuelles? Ont-ils anticipé ou ont-ils été les précurseurs d'une nouvelle pensée politique? Retrouve-t-on des solutions proposées par eux dans le débat politique actuel? Il va de soi que le temps imparti ne permet pas une exploration exhaustive de leurs pensées, pas plus qu'il ne sera possible de cerner l'ensemble des problématiques politiques contemporaines pour voir si elles ne sont pas tout simplement la réplique ou le prolongement des idées des années 60. En somme, comme le disent certains avec nostalgie, rien n'aurait peut-être vraiment changé sous nos cieux. Pour mener cette réflexion, je me suis appuyé sur des écrits disponibles. J'ai privilégié les documents émanant directement des deux personnalités intéressées, au détriment d'analyses ou de commentaires qui ont pu être faits ça et là sur leurs idées et leurs actions. J'ai aussi consulté la plupart des interventions parlementaires de Justin Cataillé, les textes auxquels il a souscrit, et pour Béville, je me suis appuyé sur les écrits qu'il aura produits dans différentes revues. J'analyserai donc ses pensées à partir de trois axes qui expriment parfaitement la démarche de ces deux géants politiques. L'impasse politique et sociale et le nécessaire recentrage des sociétés et des rapports sociaux, l'affirmation d'une culture et d'une personnalité différenciées, et la décolonisation par la responsabilisation et la démiciliation politique. Une émergence politique en quelque sorte. En parcourant les documents, il ressort que sur de nombreux points, les convergences sont évidentes, sur d'autres, les appréciations sont différentes. Ces trois thèmes sont aujourd'hui encore au centre du débat politique. Les concepts ont évolué, mais les problématiques restent les mêmes. Crise économique et sociale et recours à l'économie endogène, valorisation de l'identité, responsabilité politique et autonomie. Premier thème donc, l'impasse économique et sociale. La crise économique et sociale est patente en cette période. Cette question est omniprésente dans leurs interventions. Chez Cataillé, cette crise est la conséquence d'une forme d'abandon de la Guyane par l'État. Il dirait d'ailleurs, aujourd'hui encore, je vous répète, mes chers collègues, que contrairement à ce que l'on dit, la situation est très grave dans les départements de d'outre-mer.
C'était le 18 juillet 1961 à l'Assemblée nationale. Chez Béville, c'est la dépendance qui est remise en cause. L'explosif est au premier chef de la situation sociale, dit-il. L'assimilation, forme suprême du colonialisme, dans la revue Esprit en 1962, lui permet d'écrire. En un mot, l'économie guadeloupéenne est sous-développée parce qu'elle est trop dépendante. Dans le progrès social de janvier 1961, il pressent tous les deux le changement d'une crise à venir durable si des mesures énergiques ne sont pas prises. Les événements récents de 2009 semblent leur donner raison. Ne sommes-nous pas, en quelque sorte, rentrés dans le cycle d'une crise sociale structurelle avec des épisodes éruptifs? Le rejet de la politique économique de l'État, chez Béville et Cataillé, va être apprécié par ce qu'on peut considérer comme des témoins privilégiés. Ils assistent à la mise en place du modèle de domination postcoloniale dans les vieilles colonies et mesurent les contradictions entre leur soif de responsabilité et la mainmise totale de l'État sur les territoires. Ils sont aussi les témoins de la vague de décolonisation qui touche le monde et surtout de la construction de rapports néocoloniaux, en particulier dans les pays d'Afrique. Ils ne peuvent y rester insensibles. Ils s'attachent à mettre en lumière les mécanismes de l'exploitation coloniale. Pour Cataillé, d'ailleurs, la situation foncière de la Guyane est une question importante qui doit être traitée en tant que telle. C'est ce qu'il va exprimer tout au long du débat sur le régime foncier des départements d'outre-mer le mardi 18 juillet 1961. Il manifeste plus que des réserves par rapport à la loi programme. Et il dira ceci: on vous présente une loi de programme comme une panacée. On écrit dans les journaux que 65 millions de francs ont été accordés aux DOM, alors qu'on sait que c'est faux et que le ministère des Finances lui-même a refusé les 25 milliards dont il était question. Il avait été tenté d'ailleurs d'y introduire des amendements. Bien mal lui a pris. Chez Béville, sa formation économique le conduit à une analyse plus systématique. Il dira: le défaut majeur de ces plans est plus d'être de simples listes comptables de travaux à entreprendre, de production à développer. Ils ne se fondent pas sur une analyse approfondie de la situation actuelle et en particulier des vices de structure du système économique dans lequel nous vivons. Le résultat, poursuit-il, est que les plans, comme nous l'avons vu, tout en ayant apparemment atteint leurs objectifs quantitatifs, ont complètement échoué quant à leur objectif fondamental. Ces propos étaient tenus dans Perspective d'avenir des Antilles, paru dans la revue Partisan en 1963. Il ajoutera d'ailleurs: les Antilles et la Guyane sont des pays sous-développés. Nous recevons un lourd héritage du système colonial. Nous sommes des pays sous-développés ou, si l'on préfère, très mal développés, dans la même revue. Que de plans se sont succédés depuis sans que la situation ait vraiment évolué. Des préconisations audacieuses chez Béville, lorsqu'il parle de révolution des rapports économiques avec la France. Une approche plus macroéconomique avec une réforme agraire, l'industrialisation, la révolution dans la politique du crédit, le régime douanier, ainsi, dans la conjoncture envisagée, devrait appartenir fondamentalement à la compétence des autorités antillaises. Choix libre de la zone monétaire chez Cataillé, planification. La nécessité d'un plan à longue échéance s'impose donc comme une condition sine qua non. Il devra envisager la mise en valeur du territoire guyanais. Ainsi écrivait-il dans SOS Guyane en 1955. Une monnaie guyanaise était aussi sa volonté. Il nous paraît sage que soit rétablie cette prérogative avec cette conclusion supplémentaire que l'on ne peut envisager une monnaie sensiblement en parité avec celle de la zone dollar à laquelle elle appartient. À côté de cette dimension économique, il y a l'affirmation d'une personnalité culturelle. Béville est très sensible à cette question. Il disait: la culture antillaise, interprétée comme libre choix des valeurs et vivante malgré toutes les aliénations et les interdits. On pourrait presque parler de civilisation antillaise.
Ces propos étaient tenus dans perspective d'avenir des Antilles et de la Guyane en 1963. Il va jusqu'à affirmer l'existence d'une nation, dans ambiguïté sur les contours antillo-guyanaises ou tout simplement guadeloupéennes. Chez Kataye, la question est pratico-pratique. L'unité du peuple guyanais avec l'intégration du territoire de l'Inini qui en avait été séparé, affirmation de la dignité, il manifeste cette dignité dans les confrontations avec le préfet Erignac en octobre 1961. L'homme noir est pour l'un et pour l'autre une référence à défendre. L'influence de Césaire et de Damas se fait sentir chez eux. Ce sont les prémices de l'affirmation identitaire. Béville en particulier est très proche de la négritude. La question est traitée chez lui de point de vue littéraire. L'autre aspect qui va réunir les hommes, c'est la question statutaire. Elle est la préoccupation première de ces deux personnalités, même s'ils ne partagent pas toujours les mêmes visions. La critique de la départementalisation et de l'assimilation est sans complaisance. Elle est à la base de leurs revendications statutaires. Le terme d'autogestion est souvent utilisé. Pour Béville, l'option autonomiste domine. Il dira d'ailleurs, l'autonomie dont nous avons besoin est celle qui nous permettra de résoudre nos problèmes. Il nous faut avoir en main un ensemble de pouvoirs, un arsenal de compétences. Ceci dans le rapport politique qu'il présentera au Congrès constitutif du Front antillo-guyanais pour l'autonomie. Et il ajoutera d'ailleurs, nos rapports avec la France doivent être désormais fondés sur la réciprocité et l'égalité. En matière institutionnelle, cette option politique essentiellement vise deux organes, une assemblée législative et un exécutif responsable devant elle. Voilà la pensée institutionnelle chez Béville. Chez Kataye, son nom reste attaché d'ailleurs à la revendication statutaire en Guyane. Il est le premier à poser la question. Dès 1961, il dépose un amendement sur le bureau de l'Assemblée nationale demandant un statut spécial en application de l'article 72 de la Constitution qui permettrait de créer une collectivité nouvelle. Dans un mémorandum de septembre 1961, il réclame une région avec une assemblée régionale et un conseil exécutif régional, bien avant que l'institution régionale ait été créée. La question de l'unité des forces est aussi sa préoccupation. En Guyane, le mémorandum regroupe toutes les forces politiques et participe d'un mouvement unitaire que Catarier a forgé à force de travail. Le colloque du progrès social, qui va se tenir les 10 et 11 avril à Basse-Terre, d'avril 1961, réclame un changement de statut sous la forme de l'autogestion. N'est-ce pas un avant-goût de la déclaration de Basse-Terre de 1999, dans la mesure où on y retrouve Guyanais, Guadeloupéens et Martiniquais? Le Front antillo-guyanais, lui, va préconiser l'autonomie souhaitée et qui se conçoit dans une fédération des Antilles et de la Guyane, avec la création d'une université, un centre de recherche, un hôpital spécialisé, une ligne d'avion et de navigation. La création de l'URAC n'est-elle pas dans la droite ligne de cette revendication? Béville opte pour l'intégration régionale caribéenne. Au congrès du Front antillo-guyanais, il va déclarer « Affirmer que la nature des choses invite les Antilles et la Guyane à nouer des liens avec les voisins de la Caraïbe et de l'Amérique centrale n'est pas simplement un coup de chapeau à un conformisme géographique. C'est constater que l'histoire et l'économie ont suivi dans ces pays la même courbe. Issus de colonies anglaises, espagnoles, portugaises ou françaises, ils sont tous des résidus du premier empire colonial de l'Europe, celui qui succéda aux découvertes de Christophe Colomb. C'étaient des colonies de plantation qui ont toutes subi la même expropriation, la même aliénation, la même domination. Cette origine historique les a si profondément marqués que l'indépendance politique nominale que la plupart ont obtenue n'y avait pratiquement rien changé. Une seconde révolution s'est trouvée nécessaire à Cuba pour conquérir l'indépendance réelle et nous voyons par les événements actuels que l'impérialisme ne désarme jamais tant qu'il n'est pas complètement écrasé. L'expérience cubaine nous met en garde contre l'illusion des mots et nous invite à ne pas nous contenter d'un régime préfabriqué dans les couloirs du palais Bourbon
ou les bureaux du gouvernement. Les Antilles ex-britanniques vont, elles aussi, groupées en fédération, accéder à l'indépendance. Le monde caraïbe, même parlant 3 langues différenciées, constitue un tout équilibré, organiquement destiné à vivre ensemble. L'obstacle naturel que constitue la mer tend peu à peu à disparaître avec les moyens modernes de communication. L'ensemble francophone, Antilles-Guyane, auquel nous souhaiterions ardemment que se joigne bientôt Haïti, devra s'intégrer dans le monde caraïbe, nouer des relations commerciales, créer un marché commun économique et culturel, élaborer une politique concertée. Il aura d'autant plus de poids que sa cohésion sera plus grande. Nos perspectives de relations avec le monde caraïbe plaident donc elles aussi en faveur d'une fédération francophone. Il apparaît, à la lueur des éléments, que les problèmes politiques évoqués dans les années 60 n'ont toujours pas trouvé de solution, en fait, encore aujourd'hui. Les années 60 ouvrent une ère nouvelle dans l'histoire de nos sociétés. Elles signent l'arrêt de mort de la plantation et d'une forme de domination. Par le truchement des idées professées par Béville et Cataillé, c'est toute une génération qui entre en rupture avec l'assimilation. L'assimilation n'a-t-elle pas eu raison de ceux qui l'ont vilipendée? La vitalité culturelle n'autorise pas une réponse affirmative, mais qu'en est-il de cette émergence politique tant souhaitée par Béville et Cataillé?